Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais répondre à des questions sur l'agilité, questions qui me seront posées par l'IA, par ChatGPT, sur le thème du backlog. Dans la vidéo précédente, on avait fait les estimations agiles. J'aurais peut-être dû faire le backlog avant, mais enfin, bon, tant pis. Donc, le backlog, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un backlog, donc il y a une vidéo d'ailleurs sur le sujet du backlog sur cette chaîne, donc je vous la mettrai en description. C'est un ensemble de user story la plupart du temps. En fait, un backlog, c'est un sac. Bon, moi j'appelle ça un sac, bon, c'est pas le terme officiel, mais c'est un ensemble, on appelle ça de backlog item. Donc la plupart du temps, c'est pour les user story, et c'est un terme un peu générique. Donc il y a plusieurs types de backlog. Il y a le backlog du sprint en cours. Ça représente l'ensemble des user stories qu'on voudra traiter dans le sprint en cours. Il y a le backlog de tout le produit, le product backlog en anglais. Donc ça, c'est l'ensemble de toutes les user stories du produit, de tous les sprints. On peut parler aussi de team backlog si on a plusieurs équipes. Et donc le backlog de l'équipe, ça sera les user stories d'une certaine équipe qui peuvent correspondre à une partie d'un produit où il y aurait plusieurs équipes qui interviennent, notamment dans un contexte safe. Mais c'est pas que pour les user stories, on peut aussi parler de feature backlog pour les features, là aussi si on est dans un contexte safe au niveau agilité à l'échelle. Voilà, donc, mais en général, pour backlog, c'est pour les user stories. Bref, je vais pas aller plus loin, je reprends mon prompt habituel, toujours le même prompt où on pose toutes les questions. J'ai oublié de faire le petit copier-coller, donc là je dis maintenant on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le thème du backlog. Alors je ne sais pas ce que ChatGPT va comprendre du mot backlog, si ça va être backlog en général ou si ça va être uniquement user story. Fais attention à me poser des questions une par une et attends que je te dise quand poser la question suivante. Hop. Et bien sûr, toutes les vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez consulter dans la description la liste des questions et regarder uniquement les questions qui vous intéressent si jamais vous ne voulez pas tout voir. Question 1. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise un backlog sain et quels sont les signaux faibles qui montrent qu'un backlog commence à poser problème? Ah, excellente question. Alors là, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qu'un backlog sain? Alors, je vais parler de product backlog, le backlog du produit ou le team backlog, le backlog d'une équipe. Dans un backlog sain, en fait, un backlog sain, donc c'est un ensemble de user stories. Donc déjà, la première des choses que je dirais, c'est qu'il faut avoir plus qu'un sprint d'avance dans le backlog. Donc il faut avoir les user stories du sprint en cours, qui elles doivent être en cours de développement, mais aussi des user stories de plusieurs sprints à venir, de manière à anticiper un minimum. Donc moi, de manière informelle, j'aime bien avoir à peu près 4 sprints d'avance. Donc, mais bon, c'est pas toujours possible, bien sûr, puis ça dépend de l'équipe et du contexte. Mais voilà, donc il y a le sprint en cours, donc ça c'est c'est le sprint sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, le sprint suivant. Les user stories du sprint suivant doivent être presque toutes en état definition of ready, donc presque toutes en état d'être embarquées dans un sprint, voire même toutes, c'est le mieux. Donc vaut mieux avoir de l'avance dans la préparation du backlog. Ensuite, le sprint encore après, peut-être qu'on aura des idées assez précises, mais qu'il y aura encore des trous sur lesquels on va devoir travailler. Et ensuite, le sprint encore après, encore moins précis, et ainsi de suite. Mais toujours avoir une vision des sprints à venir. Et plus on va loin dans le futur, bien sûr, moins la vision est précise et plus on se laisse l'opportunité de changer. Voilà, donc il faut avoir un minimum d'avance, donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la deuxième des choses, c'est que ça doit être priorisé. Donc le ou l'APO doivent prioriser le backlog. Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir, et ça doit être en visibilité de l'équipe aussi d'ailleurs, le niveau de priorité, pour savoir qu'est-ce qui va être développé en premier, dans quel ordre on va faire les choses, dans les grandes lignes autant que possible. Même si à chaque itération planning, à chaque sprint planning, on va se laisser la possibilité de revoir les priorités, de les modifier, de les adapter au contexte. Mais il faut quand même avoir déjà une priorisation. Une priorisation, c'est l'ordre dans lequel on va faire les choses, et dire que tout est prioritaire, ce n'est pas une priorisation. Donc il y aura aussi des vidéos là sur le concept de priorité. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, plusieurs user stories d'avance, priorité. Ensuite, il faut que les user stories soient bien rédigées. Alors, il y a
Il y a plusieurs possibilités, mais quelque chose qui est assez classique, c'est qu'on fait une definition of ready, on définit une definition of ready. C'est l'ensemble des critères qu'une user story doit vérifier afin de pouvoir être embarqué dans un sprint, afin que l'équipe puisse travailler dessus. Donc ces critères, ils varient en fonction des équipes, du contexte technique, de l'organisation, etc. Mais bon, un minimum, il faut que la user story ait un titre. Bon, si on n'a pas de titre, c'est même pas la peine. Il faut qu'il y ait une description. Moi, j'aime bien mettre que dans la definition of ready, si on en fait une, que les user stories doivent avoir été présentées à l'équipe et discutées éventuellement, où l'équipe aura pu poser des questions. Il faut des critères d'acceptation. Donc ça, c'est vraiment les trucs les plus basiques. Après, on peut imaginer des tas de choses. Moi, j'aime pas trop multiplier les critères parce que chaque user story va pouvoir avoir ses propres critères. Donc là, j'ai dit vraiment les trucs les plus indispensables. Si on fait des estimations, faut que ça soit estimé. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc, et donc un backlog sain, c'est un backlog où il y aura un maximum de user stories qui valideront les critères que l'équipe attend afin de pouvoir travailler sur les user stories. Donc voilà, c'est comme ça que je résumerai ça. Voilà, donc les signaux faibles qui montrent qu'un backlog commence à poser problème. Un backlog vide, des user stories qui ne sont jamais embarqués dans aucun sprint, donc qui s'accumulent, des user stories en grande quantité. Bon, bien sûr, on peut toujours avoir quelques sujets qui traînent par-ci par-là, bon, c'est pas très grave, mais si on a une grande quantité de user stories qui traînent depuis des mois, voire des années, ça veut dire qu'on n'a pas fait le ménage, ou que ces user stories ne sont pas bien définis et qu'il y a quelque chose qui bloque. Et un backlog pas priorisé où on se repose tout le temps les mêmes questions de ce qu'on va faire à chaque iteration planning, à chaque sprint planning. Voilà, donc ça, ce serait des signaux faibles qu'il y a un problème. Question extrêmement intéressante, ça mériterait que je fasse une vidéo dédiée dessus. Mais voilà, donc là, je vous rappelle que tout ça, c'est improvisé. Je n'ai pas les questions, c'est à l'avance, c'est l'IA qui les trouve, qui me les pose. Donc c'est la surprise. Comment gères-tu un backlog qui grossit en permanence sans que les éléments ne soient jamais retirés ou dépriorisés? Ah bah voilà, donc on en a parlé un petit peu avant. Comment on le gère? C'est assez simple, c'est faire du ménage dans son appartement, faire un ménage de printemps. Donc si au bout d'un moment la situation devient excessive, s'il y a trop de choses dans le backlog qui sont là tout le temps et qui n'avancent jamais, qui sont jamais dépriorisées, eh bien on dit ok, on se réunit et on va déprioriser. Alors ça serait plutôt avec le ou la product owner de faire ça, vu que c'est le product owner qui est responsable du backlog. Donc là, je dirais au product owner, on a toutes ces user stories. Si on faisait une revue complète, si on regardait ce qu'on garde, ce qu'on met de côté, ce qu'on doit reformuler, si on retravaillait ça. En principe, ça devrait pas être si long que ça, parce que si c'est des choses, des éléments qui ne sont jamais retirés ou dépriorisés, c'est certainement des choses qui sont pas importantes, qui sont là juste parce qu'on n'a pas le temps de faire le ménage. Voilà, donc ça devrait être assez rapide normalement. Bien sûr, faut pas non plus être trop excessif. C'est normal qu'il y ait des sujets qui traînent un petit peu dans un projet, qui traînent pendant plusieurs sprints, pendant plusieurs PI. Ça, ce n'est pas très grave. Mais il faut pas que ça devienne. Alors après, ça dépend. Il y a des gens qui seraient beaucoup plus stricts et rigoureux que ce que je vous dis, donc ça peut s'entendre aussi. Moi, je suis pas hyper rigoureux, mais il faut pas que ça dépasse un certain seuil d'accumulation, parce que sinon après on s'y retrouve plus. Donc il faut faire le ménage de temps en temps. Scrum Master qui accompagne le product owner pour faire ça. Et normalement, c'est pas très difficile. C'est-à-dire que les user stories qui sont plus d'actualité, on les supprime, on les descope, on les archive, ou on les sort de la visibilité de l'équipe, etc. Question suivante. Pour pas perturber, surcharger mentalement, pour pas faire de la surcharge inutile par rapport au produit et à toutes les user stories qu'on a développées. Question suivante. Alors, comment aides-tu le product owner à dire non ou pas maintenant sans détériorer la relation avec les parties prenantes? Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que le product owner, finalement, il va définir les user stories que l'équipe va réaliser. Donc, son travail va être en amont de l'équipe, mais en amont du product owner, il y a les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est les gens qui définissent le besoin, qui sont à l'origine vraiment du besoin.
Le product owner est chargé de synthétiser tous les besoins par rapport au produit et de synthétiser ces besoins et d'en faire un backlog. Alors, les parties prenantes, ça peut être les commanditaires de l'application, donc ça peut être des clients, ça peut être des utilisateurs avec qui le product owner va parler, échanger pour avoir du feedback ou des idées sur les features les plus importantes. Ça peut être des business owners si on est dans un contexte safe. Voilà, ça peut être tout un tas de personnes qui vont être intéressés par le produit et qui vont donner en input, en entrée, des exigences. C'est eux qui vont définir les exigences, mais la personne qui va collecter toutes ces exigences, les synthétiser et arbitrer, c'est le product owner. Et donc le résultat du travail du product owner, c'est un backlog bien préparé, prêt à être traité par l'équipe. Alors, du coup, là c'est un peu long cette explication, mais le product owner, il va être entre deux feux, entre guillemets. Il est entre l'équipe d'une part qui va traiter le backlog et toutes les parties prenantes au-dessus qui vont définir des exigences mais qui sont parfois contradictoires. Alors soit elles sont directement contradictoires, deux parties prenantes différentes veulent des choses qui ne peuvent pas coexister dans la même application, ou alors qui vont entrer en concurrence. Deux parties prenantes différentes, mettons deux clients différents de l'application veulent tous les deux une feature, les deux features sont très bien mais on peut pas les développer toutes les deux en même temps parce que ça prend du temps, il faut en faire une avant l'autre, voilà, ça c'est la priorisation. Donc, c'est vrai que donc le métier de product owner, c'est vraiment difficile, je pense, pour cette raison, parce que c'est ce croisement de tout un tas de choses. Et ça doit synthétiser, il faut synthétiser, hein, donc c'est vraiment pas facile. Donc, comment on aide le product owner à dire non ou pas maintenant sans détériorer une relation ? Alors, donc comme souvent, une des principales choses, c'est la transparence. Donc, il faut communiquer auprès des parties prenantes déjà et ne pas les laisser dans le flou. Donc c'est le rôle du product owner de définir un backlog, des priorités et d'une certaine manière une roadmap produit. Donc la transparence, donc comment ça se fait ? Alors pour cette question de gestion des exigences, eh bien moi ce que je recommande c'est que le product owner il voit régulièrement les parties prenantes. Normalement l'équipe présente aux parties prenantes via les démos, mais ça c'est le travail réalisé une fois que les choses ont été priorisées. Avant les démos, il y a tout un travail fait par le PO avec ses parties prenantes. Et moi, ce que je recommande, c'est que, donc ça dépend des projets, mais s'il y a beaucoup de parties prenantes et si c'est un sujet à la priorisation, le PO doit faire des réunions, par exemple une fois par sprint, avec les parties prenantes pour discuter de la priorisation avec eux, donc pour collecter les exigences, mais aussi ça va dans les deux sens. On collecte les exigences, le PO synthétise et ensuite dit aux parties prenantes finalement qu'est-ce qui va être fait et pourquoi. Donc expliquer les priorités, pourquoi ces priorités sont faites dans cet ordre-là, il y a souvent des bonnes raisons, et parfois, de toute façon, quand il n'y a pas une raison évidente de prioriser telle ou telle chose, dans tous les cas, c'est la responsabilité du PO de trancher et de décider, in fine, dans quel ordre on va faire les choses et qu'est-ce qui sera le plus important. Donc c'est effectivement, le PO doit dire non assez souvent. Le PO doit dire non des parties prenantes. Alors je dis assez souvent non, ça dépend vraiment des projets. Parce qu'il y a plein de projets où il n'y a pas tellement de questions, ou même par exemple le PO peut très bien être tout seul et ne pas avoir tellement de parties prenantes, ça arrive dans beaucoup de projets. Mais voilà, quand c'est des projets complexes avec beaucoup de parties prenantes, c'est vrai que c'est un problème. Donc moi ce que je recommanderais c'est, alors voilà, je répète un peu la même chose, mais c'est de garder le lien avec les parties prenantes régulièrement et d'expliquer les décisions, sachant que in fine c'est le PO qui décide. Question suivante. Alors, hop. Question suivante. Donc là c'est des bonnes questions qu'on a aujourd'hui, je trouve. Que fais-tu lorsqu'une grande partie du backlog est composée de tickets techniques ou de dettes techniques au détriment de fonctionnalités visibles pour le métier ? Encore vraiment une excellente question. Alors ça, c'est vrai que c'est un problème très fréquent dans le développement logiciel, et même l'agilité met en avant ce problème via le processus itératif. Je pense on est souvent amené à se reposer des questions, remettre en question certaines choses, et aussi il y a un rythme de développement qui peut être assez rapide avec des itérations courtes, et ça peut aboutir à ce qu'on accumule de la dette technique et à remettre en question des choix techniques et à avoir besoin de refactoriser. Donc refactoriser, ça veut dire améliorer
programmation, mais tout en gardant les mêmes fonctionnalités, mais pour des raisons techniques de qualité de la programmation. Bon, si je simplifie. Donc là, ça c'est assez fréquent et ça peut arriver que sur des projets, au bout d'un certain temps ou parce que certains choix ont été mal faits, qu'il y a un besoin de résoudre des problèmes de la dette technique. Donc la dette technique, en fait, c'est quand on a programmé, bon, je simplifie, quand on a programmé trop vite, qu'on a fait des choix de conception discutables, mais qu'on n'a pas eu le temps vraiment de... Donc pour gagner du temps, pour aller plus vite, on n'a pas eu le temps vraiment de faire de la bonne programmation et du coup ça s'accumule dans l'application. Au bout d'un moment, le code est mauvais, entre guillemets, fait que les développements sont ralentis, qu'on n'arrive plus à développer certaines fonctionnalités. Dans ce cas, il faut reprendre le code, améliorer. Donc là, c'est purement technique avant de pouvoir développer à nouveau des nouvelles fonctionnalités. Alors là, il n'y a pas une réponse évidente, même si c'est un sujet très intéressant parce que ça dépend vraiment du projet. Ça peut arriver qu'on arrive dans une situation sur un projet où le code est plein de dettes techniques, où ça bloque le développement des features, où ça le ralentit grandement. Donc ça peut être pertinent à ce moment-là de faire un sprint, voire deux, voire plus, bon, tout dépend de la situation, où on ne fait que des choses techniques et on ne livre pas de nouvelles fonctionnalités aux parties prenantes ou aux PO. Alors dans ces cas-là, ça c'est un problème délicat parce que ce qui est très fréquent, c'est que les PO ou les parties prenantes peuvent ne pas comprendre qu'on ait accumulé de la dette technique à certains moments. Ça, c'est un grand classique. Donc, les développeurs disent on a de la dette technique et les PO, alors si je caricature, vont dire, ou les parties prenantes vont dire vous aviez qu'à bien programmer dès le départ. Moi, ça m'intéresse pas, je veux pas qu'on fasse du refactoring. Vous avez qu'à mieux programmer parce qu'ils comprennent pas en fait le principe de la dette technique. Donc là aussi, une fois de plus, c'est la transparence et il faut expliquer ce que c'est la dette technique, les problèmes qu'on a, les conséquences que ça peut avoir sur la livraison des features. Donc si on a trop de dette technique, on peut avoir plein de bugs dans les features, ça peut ralentir les développements futurs. Donc ça peut avoir plein d'inconvénients. Donc c'est toujours un compromis, hein, bien sûr. Donc s'il y a beaucoup de dettes techniques et beaucoup de choses à faire, eh bien, il y a un arbitrage à faire, donc ça doit se discuter entre le PO et l'équipe. Ça peut rembourser, entre guillemets, la dette, ça peut être échelonné sur plusieurs sprints, ça peut se planifier de manière spécifique. C'est quand même bien de toujours faire un peu de fonctionnalité d'user story et un peu d'aide technique en même temps, parce que c'est vrai que si on livre rien aux parties prenantes en termes de fonctionnalité, ça peut poser problème, donc voilà. Donc là aussi, j'ai prévu de faire des vidéos, mais bon, ça sera dans longtemps, probablement en 2027, des vidéos sur le sujet spécifique de la dette technique, qui est un sujet assez riche, et il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Et pareil pour les choses techniques. Alors les choses techniques, là c'est écrit ticket technique, c'est pas forcément de la dette technique. Des fois, il y a des choses techniques à faire, d'architecture, des choses techniques de base qui vont nous permettre de développer certaines features. Donc là, si c'est des choses techniques au service de fonctionnalités à venir, c'est certainement plus facile à expliquer. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer quand même les contraintes techniques. Ça, c'est vraiment récurrent. Expliquer les contraintes techniques aux gens du produit. En général, les PO, on arrive quand même à expliquer parce qu'ils sont relativement proches des équipes, mais les parties prenantes au-dessus, etc., qui sont assez éloignées des équipes techniques, ont plus de mal à comprendre les contraintes techniques, les enjeux techniques, mais qui sont tout à fait réels et pertinents. Donc voilà. Bon, c'était la dernière question, donc pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé que c'était des questions super intéressantes. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires ou des remarques là-dessus, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.